Euh, alors, bonjour à tous, effectivement. Donc, pour commencer, Solène, je te propose peut-être que tu puisses te présenter un peu personnellement, ton expérience, ce que tu as pu faire, ce que tu fais actuellement aussi, ton entreprise actuelle. Après, je me présenterai rapidement, puis on commencera sur le sujet du webinar qui est du coup le challenge de la levée de fonds pour les fondatrices. Donc voilà, je te laisse commencer, Solène. Non, je te propose que tu commences par te présenter parce qu'en fait, je me dis, moi, j'arriverai pas à me présenter rapidement. Donc, on va couper le flow. Donc, Eh ben, vas-y, présente-toi moi, je me et puis, présente. vas-y, ça Moi, te c'est dérange très pas. rapide. C'est très rapide. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Henry. Je suis stratégique account manager chez Silegas depuis plus d'un an. Donc, j'ai accompagné plusieurs dizaines d'entreprises sur leur stratégie de levée de fonds, tout simplement. Et on a lancé ce petit programme de webinar pour justement donner la parole aux initiateurs de Silegas, mais à d'autres aussi qui ont pu lever des fonds et voir un peu les challenges aujourd'hui sur ce sujet-là. D'où notre deuxième invité de cette liste-là, qui est Solène. Donc Solène, je te laisse te présenter. Et ne t'inquiète pas, je Ouais. réagirai si c'est trop long, je coupe. Ouais, voilà. En fait, je me présente, mais parce que je veux quand même expliquer comment j'en suis arrivée Ouais, c'est hyper important. à être business angel, à être entrepreneur. Donc, en fait, moi, j'ai une carrière à l'international chez Shell, le pétrolier anglo-néerlandais, dans lequel je suis restée pratiquement 13 ans. Et comment est-ce que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui? Déjà, il y a eu différentes étapes et je pense que c'est important de les expliquer. La première, c'est en 2013. J'ai passé le diplôme d'administratrice de société de l'ESSEC Ok. parce que en fait, il y avait la loi Copé-Zimmermann qui venait de passer et dans laquelle en fait on indiquait qu'il fallait à 2000, je ne sais plus combien, je crois que la première étape c'était 2015, après 2018, il fallait 30% de femmes dans les CODIR. Et moi, j'avais déjà un poste à l'international. J'étais DRH en charge de la stratégie des centres de services partagés, donc des activités extrêmement transactionnelles, principalement basées en Asie, Afrique et Europe de l'Est. Ok. Et je m'étais dit, en plus de mon job, j'aimerais accompagner des boîtes sur leur stratégie, leur gouvernance, et ça me fera un truc fun où j'irai en dehors de ma boîte. Et j'avais en ligne de mire, je voulais être dans le CODIR, dans le conseil d'administration de Michel et Augustin, parce que j'ai trouvé hyper innovant en termes de ressources humaines. Et donc voilà, donc je passe le diplôme d'administratrice de société. Et à la suite de ce diplôme, en fait, la fondatrice de ce programme, qui s'appelle Viviane de Beaufort, qui est assez connue à l'ESSEC et qui travaille sur tous les sujets de mixité, avait sa fille qui venait de lancer sa start-up et elle commençait en fait à voir les difficultés de sa fille et elle a créé un club qui s'appelle Génération Startupeuse, dans lequel elle a demandé à des volontaires du diplôme d'administratrice de société de donner du temps à des jeunes startups. Et donc, c'est là où j'ai commencé à Ok. intégrer un peu l'univers des startups, où j'ai conseillé des startups. Et voyant que l'écosystème était assez foisonnant déjà à l'époque, donc là on est 2014, je décide avec un de mes collègues de monter le programme des startups de Shell France, où en fait je vais faire avec ce collègue en fait, je vais essayer de trouver des startups qui pourraient intéresser Shell Venture Capital, qui était basée à La Haye, pour Ouais. investir dedans. Et donc, Ok. j'organise des roadshows pour Shell Venture Capital, je les fais venir à Paris, je leur organise des rendez-vous avec la BPI, je leur fais visiter Station F et je leur montre plein de boîtes. Et en fait, à force de voir toutes ces boîtes, je me suis dit, mais il y a trop de projets super intéressants, trop de choses innovantes, et ce serait vachement bien de pouvoir les aider au-delà de mon statut d'expert, où en fait j'intervenais sur des sujets de recrutement, sur des sujets de gouvernance, etc. Trop bien. Et c'est là où je me suis dit, je vais investir. Voilà. Et donc, dans un second temps, à force de côtoyer des boîtes, je me suis dit, Ouais. bon, allez, il faut que je lance la mienne. Voilà. Donc, tu as Et été donc, investisseuse avant d'être entrepreneur, finalement. un peu Enfin, en même temps. consultante, investisseuse et après entrepreneur, quoi. Ouais, en fait, on va dire qu'il y a un an, j'ai d'abord commencé par être investisseuse et un an après, j'ai monté ma boîte. Ok. Et donc, ta boîte qui est aujourd'hui?
SoftKids, donc qui est une application pour cultiver les compétences socio-comportementales des enfants. Donc pour la petite histoire, moi j'ai été chez Shell biberonnée aux soft skills parce qu'en fait on était recrutés sur nos soft skills. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les métiers de demain, les compétences du futur, le type de profil dont on aurait besoin à 2025-2030, j'ai appris que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore et que le World Economic Forum, le OCDE et pas mal d'ONG recommandaient de cultiver les soft skills dès le plus jeune âge pour préparer toute cette nouvelle génération. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller aider les enfants à cultiver leurs soft skills avec mon application qui est aujourd'hui distribuée dans plus d'une cinquantaine de pays. Ok, très clair. Alors peut-être pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qu'un soft skills. Ouais. Ça, je pense que c'est important aussi de le préciser. Donc, il y a les hard skills. Donc, les hard skills, c'est vos diplômes, vos compétences académiques, ce que vous avez appris en maths, en droit, etc. Et il y a les soft skills qui sont la confiance en soi, la persévérance, la capacité à collaborer. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'un nourrit l'autre. Et pour avoir une bonne connaissance et être bon dans ces hard skills, souvent, il faut développer ces soft skills. Très bien, très clair. Donc ça, c'est plutôt même je sais pas, c'est comment te comporter en public, comment peut-être avoir les gens qui viennent vers toi, etc. Donc ça fait partie des soft skills. Ok, très clair. Ouais, c'est ça. C'est hyper important en soi, même en tant qu'entrepreneur. Je pense que tu peux le voir aujourd'hui, mais c'est un des trucs les plus importants en termes de réseautage. En tout cas, plus tu as de soft skills, entre guillemets, plus tu peux retrouver des personnes, etc. Et surtout dans le cadre de la levée de fonds, finalement, où c'est un peu ça aussi, c'est un peu du réseautage et parler un peu à droite et à gauche pour essayer d'avoir des personnes qui peuvent investir. Donc complètement, ok, très bien. Je te propose qu'on lance le sujet, du coup, le vif du sujet finalement, qui est du coup, comme je l'ai dit en amont, le challenge de la levée de fonds pour les fondatrices. Donc le but, c'est de revenir un peu sur les problématiques que tu as pu rencontrer lors de ta recherche de financement et de comprendre un peu d'où viennent aussi ces différences qu'il y a entre aujourd'hui les femmes et les hommes sur ce sujet-là. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une première partie levée de fonds, deuxième partie investisseurs. C'est global, on en discute et on réagit un peu chacun de notre côté. Mais la première question moi, que j'ai envie de poser, que je pose généralement dès le départ des webinars, c'est quelle est la situation dans ton entreprise où tu t'es dit il faut que je lève des fonds et pourquoi tu t'es dit c'est le bon moment pour lever des fonds à ce moment-là, quoi. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je lève des fonds peut-être un peu trop tard. Okay. Parce que je pense que j'ai eu un peu le syndrome de la bonne élève, comme beaucoup de femmes. C'est-à-dire que je me disais que je n'irais pas voir un investisseur tant que mon produit ne serait pas super beau, que je n'aurais pas tant de clients, etc. etc. Donc avec le recul, je pense que j'étais peut-être un peu trop tard, mais j'y suis allée à un moment où je me suis dit, OK, si tu veux te développer, si tu veux que ton business il se développe internationalement, et ben il faut que tu aies plus de moyens. Il faut savoir que moi, pendant presque 2 ans, on n'était que 2 à faire SoftKids, mon développeur et moi. Donc moi, je faisais toute la création de contenu, l'UX, l'UI de l'apps, les vidéos de l'apps, et tout ce qu'on doit faire aussi en tant que CEO, la com, le marketing, enfin voilà, tout, quoi. Et donc, à un moment, en fait, on se dit, si on veut se développer, on ne peut pas être à 2 dans un garage, hein. Même si je pense qu'à un moment, même ceux qui étaient à 2 dans un garage, hein, ils ont dû se développer. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'aille chercher des fonds. Et donc, c'était il y a pile 1 an, c'était au mois d'octobre de l'année dernière. Okay. Et donc, j'étais sur un business model B2C. Donc, mon app, elle est disponible en anglais et en français. On a des programmes pour cultiver la conscience en soi, la persévérance, l'esprit critique, la gestion des émotions, etc. J'avais environ plus de 10 000 utilisateurs dans déjà une trentaine de pays. Et, avant même de lever des fonds, du coup. Ouais. C'est déjà pas mal finalement. Ouais, c'est déjà pas mal. Et en fait, je me disais, OK, en plus, tu es business angel, donc tu as quand même un petit réseau, etc. Et là, en fait, de octobre à janvier, je me suis pris que des portes. OK. Donc, t'as pas assez de traction.
Donc, en Alors que tu fait, as quand même 10 000 utilisateurs. Enfin, j'ai quand même 10 et 000 utilisateurs, mais ces 10 000 utilisateurs, ce n'est pas des utilisateurs forcément payants, puisqu'il faut ouais, savoir qu'en fait, dans l'univers des applications, il n'y a qu'en moyenne 2,8% des utilisateurs qui payent et qui, en fait, vont aller plus loin. Donc, en fait, ce n'était pas suffisant en termes de revenus. ok. Et puis, en fait, j'avais toujours ce même feedback. Moi, tu es dans du B2C. Le B2C, ça crame du cash. Moi, je ne vais pas investir pour payer du marketing et de la com, etc. Donc, voilà, j'écoute. Alors, ce qui est bien, c'est que, en fait, tous les feedbacks que j'ai eus, je le savais à peu près. Après, je Ouais. me disais que quand même, voilà, j'avais quand j'avais un retour, enfin, en moyenne, tous les enfants se connectaient 3 fois pour finir un programme, ils allaient jusqu'au bout. Donc, j'avais quand même Ouais, donc, certaines matrix d'usage, d'utilisation, mais ça n'avait pas l'air suffisant. Donc, en mois de janvier, je me pose et je me dis, OK, ça va être hyper compliqué. Et je commence à regarder qui arrive à lever. Et là, je et commence là, à faire ma petite thèse sur qui lève. Donc, je lis le rapport Euraseo, je lis les différents rapports de l'INSEE, enfin voilà, ok. et je fais ma recherche sur qui arrive à lever. Et là, en fait, je me rends compte que c'est toujours le même type de boîte qui arrive à lever. C'est-à-dire que l'année C'est-à-dire, dernière, on a 46% des levées de fonds qui ont été dans du SaaS B2B. On a ouais, 21% des levées de fonds qui ont été dans la FinTech. Et puis, je commence à regarder l'EdTech. Et donc, je vois que l'année dernière, l'EdTech a concentré 3,7% du montant des levées de fonds. Et puis, moi, je suis dans ce qu'on appelle le K12, parce que dans les techs, il y a la formation B2B et il y a le scolaire. Le scolaire, c'est le K12. Et je ok. vois que le K12, ça fait 0,11% du montant des levées de fonds. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a 7 startups du scolaire qui ont réussi à lever des fonds. Et donc, je me dis, en fait, ouais, il y a un vrai souci. Il n'y a personne qui investit dans Ouais. l'éducation en France. Donc là, si je comprends bien, il y a à la fois le business model un peu B2C qui brûle du cash, Qui ne plaît etc., pas. qui posait problème. Et en plus de Ouais. ça, le secteur dans lequel tu es qui finalement ne lève pas beaucoup. Ok. Voilà. Et donc, quand je contacte des VC, pas pour lever avec eux, parce que je vois bien que si j'arrive pas à passer la barre des business angels, j'arriverai jamais Ouais. à passer la barre des VC, quoi. Et donc, quand je contacte les VC dans l'éducation pour leur demander s'ils connaissent des business angels dans l'éducation, ils me disent qu'ils n'en connaissent pas et qu'il n'y en a pas. Ou alors, ils me D'accord. donnent un ou deux noms. Ok. Parce que en fait, il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller dans le secteur de l'éducation en France parce que c'est trop dangereux, parce qu'il n'y a pas encore de business model éprouvé, parce que normalement l'éducation, c'est quelque chose qui relève plutôt Ah, du secteur public et de l'État, etc. Donc, je décide de faire un pivot B2B ok. et de revoir tout mon business model pour arriver à lever des fonds parce que je suis toujours toute seule. J'ai toujours besoin de me développer et je vois quand même qu'il y a un appétit pour mon sujet. Parce que je ne suis pas quand même complètement maso. Ouais. Je Non, vois l'éducation, que ça touche en plus plein de. Enfin, je sais voilà, pas, les parents, etc., sont hyper intéressés d'avoir ce genre voilà, d'infos, et quoi. je vois qu'après la pandémie, tout le monde commence à se dire, ah, mais il y a quand même un problème sur les compétences socio-comportementales des enfants. Il faut adresser le sujet. Mhm. L'OCDE avait pondu un rapport en décembre 2021 sur la corrélation entre niveau de soft skills, niveau en mathématiques, niveau en lecture, préconisait au gouvernement des pays membres de l'OCDE d'avoir des politiques de développement des soft skills. L'éducation nationale sort un rapport Être professeur au XXIe siècle, dans lequel il y a un tiers qui est consacré aux soft skills et comment aider les enseignants à développer les soft skills. Donc, je me dis, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Il y a un vrai Ouais. sujet, il y a un vrai besoin et moi, je peux y répondre. Donc, voilà, donc je fais mon virage B2B, je teste auprès des écoles, je teste auprès des entreprises, je réponds à des appels d'offres.
Ok. Je commence à retourner voir des gens que j'avais déjà vus avant, en disant voilà, j'ai écouté, j'ai revu ma copie, voilà ce que j'ai, etc. Et puis, je commence à faire beaucoup de com et sur les réseaux sociaux, et je rebondis aussi dans dans les médias. Ouais. Et ça, je pense que ça m'a pas mal aidé parce Pour ta levée de que, fonds? Ou ouais, alors pour ma levée de même fonds. pour développer le projet finalement? Bah, Ça pour reste quand même développer de le la communication. projet et pour la levée de fonds, parce que ça assure. Et en fait, les BA, il faut les tenir en haleine. En fait, il faut leur dire, ah, il y a de l'actualité, je Ouais. suis passée là, et nanana. Et en fait, donc ma première grosse actualité, ça a été d'être dans les 100 startups pour investir de Challenge. Ouais. Euh, alors, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai postulé aux 100 startups pour investir de Challenge, mais j'ai pas fait que postuler. J'ai aussi Ouais. envoyé un mail en disant que, en leur donnant mon point de vue au niveau de l'éducation, que je pensais que c'était hyper important que des startups de l'éducation soient dans le palmarès, qu'il Ok. fallait une représentativité totale de l'écosystème. Je ne sais pas si ça a fait la différence, mais in fine, T'as j'étais pas dans les fait 100. simplement. Ok. Ouais. Voilà, j'ai été dans les 100 startups pour investir de Challenge et du coup, j'ai des BA qui m'ont aussi contacté via Challenge pour discuter, pour investir dans ma boîte. Trop bien. Challenge, ça m'a rapporté 3 BA. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire du porte-à-porte. Parce que en fait, Ok. à ce niveau-là, quand on essaye de démontrer qu'on a un nouveau business model qui va fonctionner, qu'on n'a pas encore les KPI, mais qu'on a vraiment besoin de lever, bah, il faut aller voir les business angels un par un, enfin voilà, développer son réseau. Et à chaque fois que quelqu'un me disait, bah non, je ne vais pas investir, il faut lui dire, bah, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre que ça peut intéresser? Ouais, complètement. Ça, c'est une phrase importante à dire. Alors, porte-à-porte, quand tu dis ça, c'est tu as fait vraiment du porte-à-porte ou alors tu as fait Bah, du moi, LinkedIn? je dis porte à porte, je dis du bâton de pèlerin, quoi. Tu prends ton bâton, puis tu vas parler aux gens et tu leur dis, voilà, est-ce que les sujets d'éducation, ça vous intéresse? Ouais, il y a en fait, Donc, tu as j'ai un été aux tiers. événements, etc. Tu as vraiment été Ouais, en face-to-face avec les personnes. C'est pas du LinkedIn, j'envoie des messages et. Non. non, pour l'instant, j'ai personne que j'ai eu via du LinkedIn, j'envoie des messages, mais je vais Ok. y faire, je vais y retourner, hein, parce que j'ai pas, comme je disais, enfin, j'ai pas clôturé ma levée, hein. Ouais. Ok. Euh, mais ouais, j'ai eu un tiers, on va dire, enfin, ouais, j'ai eu 3 BA via Challenge. J'ai eu une autre partie via mon réseau. En fait, des gens qui juste croient en moi. Et j'ai pas eu du porte. Enfin, quand je dis via message LinkedIn, c'est plutôt les gens qui sont venus à moi suite à mes Ouais. posts LinkedIn Ok. en Ok. disant bah Solène, ton projet là, le projet que tu portes, il m'intéresse et j'ai l'impression que il y aurait une opportunité. Est-ce qu'on pourrait en parler? Ok. Bah, par exemple, j'ai eu des BA qui sont plutôt dans le secteur RH, qui sont à des codires de grands groupes ou de groupes ou de startups, et qui en fait m'ont juste vu sur LinkedIn et m'ont proposé d'investir dans la boîte. Donc, ouais, la stratégie de publier sur LinkedIn, de montrer un peu c'est quoi la vie que tu portes via Ouais, ton l'envers du entreprise, décor. c'est un vrai, c'est un vrai moyen d'arriver à Ouais, intéresser les biais, quoi, en fait. ouais, moi ça m'a aidé quoi. Il y a des gens Ok. jamais, enfin il y a des gens qui ont investi dans ma boîte, je les connaissais pas avant quoi. Et Ouais. ils m'ont Ok. dit, moi j'adore les messages que tu portes sur LinkedIn. J'adore la transparence que tu as, parce que moi, je suis assez transparente dans mes messages. Par exemple, je partage toutes mes métriques. Après, j'avais fait un post qui avait bien marché avant les vacances. J'ai dit, bah voilà, je suis passée à telle télé, dans tel journal, etc. Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Et je Ouais. pense que voilà, la transparence et l'authenticité payent aussi. Ouais, clairement. Non, clairement, ça, c'est un vrai sujet. Trop bien. Et donc, du coup, là, si je résume, parce que c'est hyper intéressant hein, tout ce que tu disais là, et il y avait surtout un truc qui est. J'ai noté deux choses. Il y a les BA, il faut les tenir en haleine. Donc, comment tu Mhm. les tiens en haleine? Ça, c'est une question que je vais te poser. Mais il y a aussi le côté où il y a eu 3 BA du côté challenge. Donc, c'est aussi de participer à des événements qui peuvent t'apporter des BA qui sont en accord avec ton entreprise et ton secteur.
Ouais. Ça serait potentiellement un des tips à donner un peu aux personnes qui peuvent nous écouter. Le réseau, ça, c'était un truc qu'on a bien développé avec Aurélien dans le premier épisode. C'était lui, tous ses BA, c'est du réseau. C'est du bouche à oreille. C'est pas du réseau proche, mais c'est des personnes proches qui disent, moi, je connais ce mec-là, qui connaît peut-être ce mec-là et qui peuvent te rapporter un BA. Ça, c'est ultra important aussi. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais En fait, il faut enfoncer les portes, il faut. Ouais, enfin, moi, je sais qu'il y a, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute qui investit dans quoi. ok. Et il y a des gens, en fait, il faut toujours trouver la personne qui connaît la personne que tu veux avoir. Ouais. Et donc, moi, j'ai des gens, je leur ai dit, bah voilà, je sais que tu connais un tel, parce que je l'ai entendu dans tel podcast. Moi, je te connais toi, mais je voudrais avoir accès à cette personne. Et voilà. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'au pire, on vous dit non, quoi. Oui, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce qu'il y en a Pas très plein, grave. ils osent pas, etc., demander, etc. Mais enfin, on n'a rien Ah sans ouais? rien, quoi. Parce que moi, je pensais quand même qu'il y avait quand même des personnes, enfin, Alors, les les femmes, réponses, ouais. je pense qu'elles demandent vachement moins. Elles demandent vachement moins. Je pense que les femmes, elles sont encore beaucoup, beaucoup à faire en termes de réseautage, etc. Et enfin, je le vois. Enfin, je fais pas mal de parallèles avec mon ancienne carrière de DRH, mais moi, je vois, il y avait plein de femmes, elles n'avaient pas des postes parce qu'elles faisaient pas assez de networking. Et donc, je les incitais à faire du networking, à aller voir telle Ok. personne, à dire. Euh, Enfin, moi, je sais que les derniers postes que j'ai eus à l'international, c'est parce que j'ai demandé à des gens d'envoyer des mails en disant que j'étais formidable et que c'était génial de bosser avec moi. Ok. Mais Ouais, donc pourquoi faut est-ce que je l'ai vraiment. fait? Parce qu'à un moment, je voyais mes collègues masculins qui le faisaient et je me suis dit, bah attends, Ah bah oui, mais arrête clairement. de te, Ok. arrête de te mettre des barrières, quoi. Et là, c'est intéressant parce que le nombre d'investisseurs sur le nombre d'investisseurs que tu as, alors on dit pas forcément le chiffre, etc., mais il y a combien de pourcentage de femmes qui investissent? Et ben là, je suis à 70% de femmes. Ok. Alors, j'ai Trop bien. aussi été chercher, quand je dis mon network, etc., j'ai aussi été chercher des femmes qui investissaient pour la première fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais on en parlera peut-être plus dans la deuxième partie sur les investissements. Mm. Aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est de dire aux femmes qu'il faut qu'elles investissent aussi et Ouais. qu'il faut qu'elles arrêtent. Je parle de femmes qui sont des postes dans des hauts comités de direction. Et tu vois, la semaine dernière, j'étais sur un panéliste où je leur ai dit, je sais à qui je parle. Là, dans la salle, il n'y a que des femmes qui sont cadres dans des grands codires, qui ont des bonus, qui ont des stock options, qui ont des plans épargne entreprise. Au lieu de mettre l'argent dans des livrets qui vous rapportent 1%, mettez-le dans des boîtes. C'est comme ça que tu changes les mentalités. C'est un vrai sujet, même pour les jeunes. Moi, j'ai envie de dire, bon, les jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas forcément assez d'argent, mais dès qu'on commence à gagner un peu d'argent, je trouve ça hyper important d'investir dans des projets parce qu'on n'arrête pas de dire que l'environnement, c'est un sujet, etc., etc. Bah, investissons dans les projets de l'environnement en tant que jeunes si jamais on veut vraiment changer les choses. C'est un sujet aussi. Après, il faut avoir l'argent. C'est quand même. Ouais, mais non, mais moi je dis qu'il faut pas. Enfin, je veux dire, moi, mon premier investissement en tant que BA, c'était 5 000 euros. C'est pas. Ça dépend comment tu gagnes ta vie. Mais oui, Bah effectivement, ouais. oui, non, mais je veux dire, si tu mets un peu de côté tous les mois, et moi, ce que je dis, enfin, j'ai beaucoup écouté, moi, au début, Jason Calanis, qui est la star des BA américains, qui fait des Ouais. formations avec 3000 personnes dans des grands hôtels, etc. Jason, il dit, vous pouvez commencer à investir avec 1 000 $, vous mettez 100 $ dans 10 boîtes, et puis c'est bon, quoi. Ouais. Oui, ça arrive. Donc, c'est vrai que tout le monde n'a pas, peut-être pas 5 000 € en mise de départ, mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai été chercher des femmes qui étaient dans des comités de direction Ouais, complètement. et j'ai 3 BA, c'est leur premier investissement. Et surtout qu'ils connaissent pas forcément. Enfin, le monde de l'investissement, c'est méconnu en France quand même. Oui, C'est bah réservé un peu à une caste un peu privée, quoi. on a une culture financière proche de zéro, hein. En France, Ouais. c'est une honte. Alors que tout le monde pourrait investir finalement dès que tu as un peu d'argent de côté, mettre 5 000 € tous les 3 ans dans un projet qui te porte à cœur, c'est pas quelque chose qui est déconnant et c'est ce qui se fait beaucoup en Angleterre aux US. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le monde entrepreneurial entre guillemets est un peu plus développé là-bas. Mais complètement. Ok. Peut-être juste moi j'ai une dernière question sur la partie levée de fonds. Après on passe aux investisseurs. Mhm. Mais
Alors, j'ai noté parce que j'ai lu quand même deux, trois petits articles que tu as pu faire. Le Next 40, FT 120, bref, tous ces labels-là qui sont un peu des entreprises, classements, etc. Qu'est-ce qui expliquerait un peu la sous-représentation de ces femmes dans ces labels? Je ne sais pas si tu as une idée, si c'est un manque de modèles. Bah, en fait, moi, j'en viens à me dire que c'est pas une sous-représentation des femmes, c'est une sous-représentation de certains secteurs d'activité d'une manière générale. Mhm. J'ai encore vu la semaine dernière qu'il y avait un VC qui s'était créé. La thèse d'investissement, c'est on investit dans du SaaS B2B et dans de la fintech. Voilà, on en est toujours au même souci, c'est qu'en fait, on parle de capital risque, on oublie le mot risque dans le capital. Alors, ok, bien souvent, les personnes prennent énormément de risques en fondant un VC. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu qu'il y avait beaucoup de VC qui s'étaient plantés et qui avaient déposé le bilan. Et à un moment, il faudrait peut-être avoir une stratégie d'investissement un peu plus diversifiée, un peu plus responsable, arrêter de toujours investir dans le même type de boîte. Je reprends souvent l'exemple de la tech que je connais très bien. On est 33% de femmes dans la tech, donc surreprésentation de femmes. On ne représente que 3,7% des investissements de l'année dernière. C'est pas possible, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire au VC, ouvrez vos chakras, quoi. Investissez dans autre chose que du SaaS B2B et de la fintech. Et arrêtez de vous dire qu'il faut toujours que vous ayez des x5, x6, x10, quoi. Oui, ouais, complètement. Après, ils vont te dire, ça, c'est le rôle des banques. Mais... Oui, et non, et puis ils vont me dire, notre rôle, c'est de faire de l'argent. Je sais, suite à ma tribune, on m'a dit, bah ouais, mais ou encore la semaine dernière, là, j'étais à un événement d'entrepreneurs, il y avait un mec des banques qui disait, oui, mais c'est bon, nous, on est des VC, on n'est pas là pour faire du bénévolat, quoi. Non, mais c'est pas question de faire du bénévolat, c'est question d'avoir une stratégie d'investissement beaucoup plus équilibrée. J'ai rien contre le fait que, par exemple, Sorar lève 150 millions d'euros parce que c'est bien de l'entertainment et que les gens s'amusent, etc. Mais 150 millions, c'est 3 fois le montant investi de toute l'aide Tech France pour une seule boîte. Oui. Bah, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quand Pour de même l'entertainment. Ah non, mais ça, je suis pour complètement d'accord. l'entertainment. Voilà, je sais pas. Je pense que voilà, il faudrait peut-être raisonner un peu plus en termes d'impact. Il faudrait aussi que les boîtes se penchent parce que je pense que sur les sujets portés par les femmes, tout ce qui est medtech, etc., je pense qu'il y a des vrais sujets où il y a aussi énormément d'argent à se faire et qui sont sous-exploités, sous-traités, etc. Complètement, ouais. Trop bien. On clôture ce sujet-là de levée de fonds et on passe au côté investisseur. J'ai la première question, moi aussi, que j'aime bien poser, parce que généralement, on me sort des anecdotes et j'adore ça. C'est comment se passaient les entretiens avec les investisseurs? Est-ce que tu as eu des petites anecdotes? Est-ce que c'était stressant? Ou alors est-ce que tu as trouvé ça plutôt assez facile, vu que tu as plein de soft skills, entre guillemets? Comment ça Alors, s'est passé? je pense que j'ai eu énormément de chance parce que Ok. j'ai eu beaucoup de personnes bienveillantes. Mhm. Euh, Après, je pense que je pose quand même pas mal le cadre. Je fais hyper attention à qui je vais pitcher. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils ont déjà une réputation, hein. On sait que tel Ouais, ou tel club de BA, faut peut-être pas trop y aller parce qu'on va ouais. se prendre une ou deux. Il y en a qui sont déjà blacklistés, hein. Donc, il y a certains clubs de BA peut-être qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des femmes. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il faut qu'ils regardent quelle posture ils ont. Ok. Donc j'ai eu pas mal de gens bienveillants. Après, en fait, c'est juste qu'il y en a qui sont beaucoup plus tatillons que d'autres. Enfin, il y en a, ils vont vous demander une data room qui est très, très détaillée, avec énormément de projections. J'ai eu, je sais pas, j'ai eu une discussion assez poussée avec un club de BA qui a été assez loin. J'ai dû refaire 4 fois mon BP Ok. financier. Donc, en fait, c'est plutôt là-dessus. Sinon, j'ai eu de la chance. J'ai eu pas mal de gens bienveillants et j'ai pas eu de questions comme j'ai pu l'entendre, comme j'ai pu avoir certains témoignages, mais je pense que c'est aussi parce que je fais attention à
je me renseigne, je choisis mes investisseurs. Ouais. J'ai la chance de pouvoir le faire. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai beaucoup de témoignages ou de femmes, par exemple, j'ai encore eu une copine là, il n'y a pas longtemps qui m'a dit ouais, on m'a demandé comment j'allais gérer mon congé maternité si un jour je tombe enceinte. Elle est même pas Ok, enceinte. Moi, je lui dis ce genre de questions, je pars direct, quoi. Je veux pas avoir Ouais, des tu gens choisis avec dans qui mon tu board veux. qui, Ouais. qui ont ce genre de discussion. Mais la personne me dit ouais, mais moi, j'ai pas J'ai pas le choix, j'ai obligé, j'ai pas sinon le ma choix, boîte, quoi. elle tombe, quoi. Voilà. Moi, je pense que j'ai une aversion au risque qui est proche de zéro. Et en fait, je préfère que ça prenne beaucoup plus longtemps. Je sais que ma levée de fonds, elle prend beaucoup de temps. Mais c'est parce que je choisis qui va rentrer dans SoftKids. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix du BSAR, parce qu'en fait, j'ai décidé que j'aurais un plan de BSAR qui serait ouvert pendant 6 mois et que j'essayerais de lever des fonds pendant 6 mois. Ok. Voilà. Et donc, par exemple, au mois de septembre, je ne me suis pas occupée de lever de fonds parce que ma priorité, c'était le recrutement. Parce qu'aussi, on ne peut pas tout faire. Et là, je repars pour lever encore. Parce que là, moi, j'ai levé à peu près 40% de ce que je veux lever. Ok. Je vois qu'il y a des petites questions qui commencent. Je ne sais pas si on y répond au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu préfères, à la fin ou au fur et à mesure? Comme tu veux, comme tu veux. Bah, je vais voir si c'est un peu dans le sujet, hein. Je pense qu'on peut le faire à la fin, parce que ça revient plus à la question du départ, enfin, sur la Ok. levée de fonds de base. On reviendra un peu là-dessus, mais Voilà, donc complètement. pour Ok. répondre à ta question, j'ai pas eu mis à part des gens qui sont hyper ah non, mais attendez, là, vous êtes sûr, là, votre plan de trésorerie sur les prochains 36 mois ou... Bon, après, je suis hyper cash aussi, hein. Ouais, mais j'ai eu le feedback, hein, même là, je suis en discussion actuellement avec un autre club de BA où la VC analyst me dit mais c'est rare de trouver des entrepreneurs aussi transparents que vous. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je dis, voilà, je sais où sont mes forces, je sais où sont mes faiblesses. Ouais. Je vous annonce ça, mais parce que je veux pas vous vendre du rêve, etc. Et je suis très, très transparente dans la manière dont je gère la boîte, ma vision des choses. Voilà, et ça, je pense que il y en a, on est dans une startup nation où il y en a beaucoup qui essayent d'envoyer du rêve et je pense qu'être authentique, ça paye aussi énormément. Ouais, c'est une autre stratégie en fait. Ça dépend, comme tu dis, ça dépend un peu des investisseurs, quoi. Mais j'ai tendance à dire aussi que si tu veux en convaincre 2-3 d'investir, il faut un peu leur vendre du rêve aussi. Pas trop, bien sûr, mais Bah, un petit peu. en fait, on cherche tous le gros poisson, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il Ouais, bah faut oui, trouver la personne qui est connue dans l'écosystème. Et après, en fait, quand vous allez voir les autres et que vous dites, ah, il y a un tel qui a investi dans ma boîte, tout le monde tout le monde est suit. là. Ah ouais, s'il y a un tel qui a investi, c'est bon, je peux y aller. Et ça, c'est le truc. Et ce Intel-là, il est dur à avoir et en même temps, bah, c'est Oui, et après, il y genre en a d'investissement. avec qui, moi, il y a des personnes avec qui j'ai discuté pendant 6 mois. Tous les mois, c'était ah, mais oui, je suis intéressée, tenez-moi informée, j'attends de voir qu'il y a un peu plus de traction, nanana. Et puis au bout de 6 mois, on vous dit ah, bah finalement, j'ai une des autres boîtes dans laquelle j'ai investi qui a besoin de moi, donc finalement, je peux pas tout faire et on vous dit non, Ouais. quoi. Et ça, bah, ça c'est le point que tu me disais tout à l'heure, les BA, faut les tenir en haleine. Ça revient un peu à ça. Comment tu t'es organisé, toi, dans la discussion que tu peux avoir avec les investisseurs sur je sais pas, tous les mois, tu faisais une Tous les mois, j'ai envoyé un mail newsletter. avec mes Ouais, actualités. ok. Ah, by the way, je suis passée à tel endroit. Alors, c'est vrai que ça, j'en ai aussi parlé pas mal sur mes posts LinkedIn avant les vacances. Là, je suis un peu Ouais. plus, je suis un peu plus calme sur les posts LinkedIn là, depuis la rentrée parce que j'ai énormément d'opérationnels à gérer. Mais en fait, j'ai fait ce que j'appelle la stratégie du rebond, c'est-à-dire que dès que je sortais d'un plateau télé, dès que j'avais une parution presse, je renvoyais un mail à un autre journaliste qui était sur les mêmes sujets pour dire ah, je suis passée chez lui, ça vous intéresserait pas que je passe chez vous? Ok. Et donc ça, comment tu as la liste de ces journalistes en fonction Oh bah, de. tu les contactes sur LinkedIn, tu essayes d'avoir, tu as toujours un pote entrepreneur qui est passé un tel. Ah, j'ai vu que tu étais passé chez
Smart TV avec un tel, est-ce que tu peux… Enfin, Et ça fonctionne, ça. Ça, les journalistes, ils se ouais, disent, OK, elle est passée là, du coup, bah, pourquoi pas l'inviter et let's go. ouais, OK. Ça, c'est pas mal. ouais. OK. Ça, Bah, c'est moi, la ça a bien stratégie effet remarqué. rebond. Voilà, je ne sors pas d'un plateau télé en ayant contacté quelqu'un d'autre qui pourrait me faire passer. OK. Trop stylé. Trop bien, trop bien. Donc ça, c'est un des tips qu'on peut donner justement, c'est d'essayer de faire un peu de médias et du coup capitaliser là-dessus pour recontacter d'autres personnes et essayer d'avoir cet effet de rebond et cet effet un peu de buzz, si je peux dire ça comme ça. Ouais, T'as un peu buzzé finalement sur LinkedIn aussi, hein, sur la ouais. partie soft skills, etc. Enfin, t'as été un peu, il y a eu de plus en plus de personnes qui t'ont suivi, etc. Donc ça a joué aussi là-dessus, quoi. Ouais, ça a joué. Et puis après, je pense que l'apothéose, ça a été mi-juillet, même si c'était les vacances. Mais le fait que j'ai gagné un appel d'offres avec l'éducation nationale pour accompagner Ouais. 500 000 élèves, ça, enfin voilà, c'était ouais, l'apothéose de l'été, quoi. Ok. Ça a bien buzzé. Ça, c'est félicitations. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et là, après, moi, c'était plus par rapport à l'investisseur en lui-même. C'est qu'est-ce qui marche? Comment tu peux. Parce que là, on a parlé un peu globalement de voilà, il faut essayer de les contacter, les garder en haleine. Mais qu'est-ce qui. Si tu as des conseils vraiment techniques sur peut-être le business plan, sur le pitch deck, sur qu'est-ce qui peut fonctionner, à part dire que du coup, que c'est un B2B SaaS, c'est ce qu'on n'a pas envie de faire. Ah ouais, Mais ça, j'en peux plus, quoi. Enfin, je veux dire, le prochain qui me dit que c'est un SaaS B2B, il n'y a pas longtemps, là, il y en a un, il me dit c'est un SaaS B2B. Enfin, je parle de mon activité de business angel. ouais, Je reçois en moyenne 3 pitch decks par semaine. ok. Euh, et donc, je lis le deck et je dis, mais c'est pas un SaaS B2B, quoi. Et le gars me dit, mais non, mais si, c'est de l'abonnement, donc c'est du SaaS. Je veux dire, il n'y avait pas. Le truc n'était pas encore lancé. Le gars, il voulait lever 600 000. Il n'avait pas encore lancé le truc. Il n'avait pas de traction. Il n'avait pas de clients. Enfin, voilà, il ne faut pas me prendre pour une imbécile, quoi. Donc, Ouais, faut arrêter avec les buzzwords. Enfin, oui, vous pouvez être un SaaS B2B, mais dans ces cas-là, enfin, voilà, montrez bien voilà, en quoi vous êtes un ouais, SaaS B2B. Après, moi, mes conseils, ce que je vois souvent quand je discute avec des entrepreneurs, c'est que faut aussi arrêter de dire que vous allez lever des fonds pour embaucher des gens. On lève des fonds parce que on a de l'attraction, on a des clients, on a du monde qui se bouscule à la porte pour utiliser sa solution. Je veux dire, moi, ok. là, aujourd'hui, je lève des fonds parce que je dois développer une application pour les collégiens et que l'éducation nationale va signer un contrat pour accompagner 500 000 collégiens. Ouais, ça donne un peu plus, Euh, voilà. plus une vie, quoi. Et donc tout ce qui consiste à dire je lève des fonds pour embaucher, non, non, non. Un BA ne va pas vous donner de l'argent pour payer des salaires. Il va vous donner de l'argent parce que vous avez une solution avec des clients et vous répondez aux problèmes de ce client. Donc ça, il faut vraiment que ça transparaisse dans les pitch decks. Il faut Ok. aussi parler du client. Là encore, hier, j'ai reçu un pitch deck. Pas mal. Je veux dire, les gars, ils sont là depuis 2018, ils font du chiffre Ouais. d'affaires en croissance, etc. Mais il n'y a pas un seul retour de client. Je ne sais pas ce que leurs clients pensent du Ouais. produit, quoi. Ok. Donc voilà, donc, je pense que voilà, il faut voilà, montrer que vous avez un problème, enfin, une solution qui répond à un problème et Vous avez déjà que essayé de vendre vous avec des avez, retours. voilà, et qu'il y a déjà des clients, que tout le monde veut utiliser votre solution. Et il faut avoir quelques métriques qui sont pas mal dès le départ. Et c'est pas obligé de dire voilà, j'ai tant de chiffre d'affaires, mais si vous dites j'ai 10% du CAC 40 qui est intéressé pour acheter ma solution, bah, c'est déjà bien. Et il y a de plus en plus de clubs de BA qui demandent de voir les CRM pour voir le Ah pipe, ouais? etc. Ouais. Ah oui, alors ça, c'est original, ça. Ok. Ah, et pour voir si vraiment il y a vraiment ces 10%, quoi. Si c'est pas juste, Ouais, ouais, ils veulent voir quel ah, type de client on a, les contacts qu'on a, comment est-ce qu'on bosse notre attractivité, quoi. Et ok. d'autant plus en ce moment où, en fait, on dit que c'est dur de lever, c'est pas qu'il n'y a plus d'argent, l'argent est toujours là, mais c'est juste que maintenant, on demande de la rentabilité beaucoup plus rapidement. Ouais.
Alors qu'avant, effectivement, sur des projets un peu plus On avait plus de temps. Exactement. OK, très clair. Et donc si, parce que je sais que je crois que sur les nombre d'inscrits qu'il y a aujourd'hui, sur le webinaire, il y en a beaucoup, ce sont des femmes. Si tu as des conseils à donner aux femmes, je sais pas s'il y a des conseils qui sont différents, si c'est exactement les mêmes, s'il y a une différence ou pas là-dessus. Alors, j'ai bossé là-dessus dans le cadre de mes activités de secrétaire générale des Digital et Design Allies. On a fait un workshop au mois de juin de l'année dernière sur la posture des femmes qui lèvent des fonds. Oui. On a interviewé pas mal de femmes qui soit n'avaient pas réussi à lever des fonds, soit essayaient d'en lever, soit avaient réussi à en lever. OK. Et en fait, je dirais que la différence, elle relève des soft skills et d'un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec Soft Kids et où on est très, très mauvais en France, c'est le growth mindset. Donc, OK. c'est l'état d'esprit de développement et c'est de se dire, je peux le faire. OK. Et en fait, la différence, ça va être vraiment entre celle qui se dit, c'est dur, ça va être trop dur, ça va être dur. Et en fait, si on se dit déjà que ça va être dur, on n'y On n'y arrivera pas. arrivera pas, quoi. Et en fait, il faut vraiment y aller en mode gagnant, gagnante. Je vais réussir, je vais lever, il n'y a pas de problème. Être créatif, trouver des solutions alternatives et Donc voilà. c'est vraiment, ouais, c'est qu'une question pour toi d'état d'esprit en gros, et que vous mettez Je peut-être pense trop de barrières. beaucoup. C'est pas aussi lié un peu à un manque justement de modèles, si tu veux, des personnes. Je sais pas, nous on a en termes de masculin, on a beaucoup de modèles, Elon Musk, Ouais, etc. Des gens qui réussissent, qui développent toute leur boîte, etc. On a des modèles où on se dit on peut y arriver. Si lui y arrive, pourquoi j'y arriverai pas? Est-ce que c'est pas un ouais. manque de modèles aussi là-dessus qui peut jouer Je sais pas parce que alors tu vois par exemple moi je me dis si moi j'y arrive pas qui va y arriver? Parce que tu vois je me dis je suis business angel, j'ai un bon réseau, j'essaye de défoncer les portes depuis toujours. Et même, alors mes copines, j'ai pas mal de mes plus proches amies, elles sont pas entrepreneurs, mais en fait, elles ont aucun doute sur le fait que je vais y arriver, quoi. OK. Donc en fait, je me dis, je peux pas les décevoir. Donc tout dépend de quel rôle modèle on se met. Moi, mon rôle modèle, c'est pas Xavier Niel, quoi. Moi, par exemple, mon rôle modèle dans la construction de SoftKit, c'est Claude Thérosier qui a créé Magic Maker, qui étaient les premiers ateliers pour apprendre à coder aux enfants. En 2013, elle est ingénieure, elle était ingénieure Télécom Paris. Elle veut Ouais. que ses enfants comprennent comment on code. Elle cherche des cours de code, elle n'en trouve pas. Et là, tout le monde lui dit, mais vous voulez apprendre à coder aux enfants, mais n'importe quoi. Bah, C'était 2013. Hein. ouais. Aujourd'hui, il y a des cours de code partout. Le Ouais. code est dans les programmes scolaires et elle a réussi à hacker le truc, quoi. Et je veux dire, elle n'est T'es la pas, première en plus là-dessus, OK. voilà, elle n'est pas millionnaire, elle n'est pas nana, mais pour moi, je me dis, voilà, Claude Thérosier, c'est un rôle modèle. Elle venait, à l'époque, elle était chez EDF, grand groupe, elle part, nanana. Ben voilà, moi, j'ai un grand groupe, je viens d'un grand groupe, je pense outillée. Ouais, c'est un J'ai fait, beau modèle. Beau modèle qui représente. Non, mais voilà, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont possibles d'avoir en tant que femme, entre guillemets, mais qui sont pas forcément connus, et les médias n'en parlent pas forcément autant que d'autres modèles voilà. américains. Américains globalement, quoi. Mm, mm. OK, très clair. Euh, Là, il nous reste 15 minutes. Si on reprend les 10 dernières minutes qu'on a loupées au début, on passe sur les questions, parce qu'il y en a quand même 4-5. Ok. Ça te va? Tu as peut-être quelque Ouais, chose ouais, à ça me va. rajouter, un challenge, etc. Ou alors on passe aux questions et on est bon. Non, je pense qu'on peut passer aux questions. OK. Alors, il y a un petit commentaire qui est très bien d'ailleurs. Les femmes ne cherchent pas que des modèles féminins. Effectivement, il peut y avoir des modèles masculins pour les femmes et inversement des modèles féminins pour les hommes. Complètement, je suis d'accord. Ouais. La première question qui est, autre petite question, donc le client. Alors, ah non, il y en avait une autre avant. Je suis basé à Madagascar et je monte une start-up. Ma question serait, quand savoir qu'il faut aller lever des fonds? Doit-on avoir obligatoirement déjà un gros chiffre d'affaires? Donc ça, on y a un peu répondu. Euh, Voilà. Moi, je dis dès qu'on a 2-3 clients en B2B. Hein. Dès qu'on a 2-3 ouais, clients en B2B, on va lever des fonds.
En B2C, tout dépend des budgets de marketing dont on a besoin, quoi. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est combien je vais donner à Meta tous les mois, quoi. C'est exactement ça. Ou alors, c'est est-ce que j'ai assez de communauté pour faire un effet buzz et du coup, Ouais. que les gens viennent. Je prends par exemple souvent l'exemple, parce que bon, moi je suis dans les applis, un petit bambou. Petit bambou, Ouais, quand ils ont lancé l'appli, ils avaient déjà un groupe Facebook avec 200 000 personnes qui méditaient. ouais, c'est ça. C'est ça, ça marche de fou. Il y a aussi, moi, je prends toujours l'exemple de. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'on n'entend plus parler. J'ai oublié le nom, mais c'est l'application, tu sais, où tu pouvais entrer dans un salon où il y avait c'est que du podcast, que de la parole, quoi. Et il y avait des Oui, intervenants et tu pouvais poser des questions. J'ai oublié le nom. oui, oui. Mais ça a Clubhouse. buzzé. Voilà, Clubhouse. Ça a buzzé, mais après, on en a plus entendu parler après. Je sais même pas si ça existe encore actuellement. Si, si, ça D'ailleurs. existe encore. Ouais, ok. Mm. Très bien. Mais voilà, ça au moins, ça a le mérite de dire que bah, ils ont, je pense, levé des fonds ensuite parce que il y a eu énormément de personnes qui ont été sur l'application. Mm, mm. Alors, autre petite question. Le client, oui, mais qu'en est-il des startups à impact? Parfois, c'est moins rentable et la notion d'impact intéresse les investisseurs ou pas? Alors, c'est une bonne question. C'est est-ce que la notion d'impact, finalement, peut intéresser les investisseurs? Toi-même, tu es investisseur, je crois, à impact, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et puis, SoftKit, c'est Startup, Mappé, Startup à Impact, France Digital, BPI France, etc. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ma vision des choses, hein, d'autres personnes auront peut-être une autre vision, c'est qu'on commence à s'intéresser à l'impact, mais ce n'est pas la priorité. C'est Ouais. la cerise sur le gâteau notamment pour les VC. Après, pour les business angels, on commence à avoir de plus en plus de business angels qui sont dans l'impact. Moi, je sais que je fais énormément attention. Je suis membre du club Astérion, qui est un club de Ok. business angel où on n'investit que dans des startups à impact environnemental et sociétal. Trop bien. Mais l'impact, c'est vrai, n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir un business model robuste quand même. Quand tu dis business model, c'est de la rentabilité financière. Ouais, de la rentabilité financière, mais après, c'est vrai qu'on demandera sur une startup à impact une rentabilité financière qui sera un peu moindre que sur Ouais, ça, on le la prend en compte quand fintech même. ou le. Oui. Et je pense qu'il faut avoir aussi des rapports qui te disent combien de grammes de CO2 tu peux éviter d'émettre. Enfin, je donne des exemples comme ça, mais si tu as un impact environnemental ou autre, hein, social, etc., mais Ouais, montrer que du coup, tu es vraiment un impact si tu te vends comme ça, je pense. c'est ça. C'est Ok. ça. En fait, il ne suffit pas de dire j'ai de l'impact. Ouais, Euh, Enfin, par exemple, moi, sur l'impact de SoftKids, en cultivant les soft skills des enfants, on réduit l'échec scolaire. C'est quelque chose qu'on est en train de démontrer scientifiquement avec l'appui de laboratoires de recherche qui vont prendre les élèves, voir leurs résultats scolaires avant l'utilisation de SoftKids, après l'utilisation de SoftKids, etc. ouais, donc ça fait partie de tes KPI si tu veux. Ouais, Limite, tu défonces ces KPI-là, tu peux aller relever des fonds, quoi. Parce que ça veut c'est dire que ça. ça fonctionne, ça marche très bien et ça motive les investisseurs. Ok, très clair. J'espère qu'on a répondu à tes questions. Merci, parfait, on est bon. Alors ensuite, il y a 4 petites questions alors, il y en a une de Aurélien Faure. Donc, combien de clients, quel CA avais-tu au moment de ce déclic de recherche de fonds? Donc là, tu l'as un peu. Alors je pense que c'était le déclic au départ. Tu avais 10 000 utilisateurs, un peu plus, c'est ça? Ouais, j'avais un peu plus de 10 000 utilisateurs et j'avais ouais, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, quand tu as changé de business model, tu es reparti à zéro et tu es reparti chercher des fonds à ce moment-là. Ouais, ouais. Ok. Bon, tu avais quand même les 10 000 utilisateurs, je suppose, mais le Ouais, but c'était mais de par vendre. contre, là, en fait, ce que j'ai vendu, c'est par exemple le nombre de rendez-vous que j'avais. J'ai eu des grands comptes qui m'ont pris SoftKits, enfin, des grands noms type Safran, chez qui je suis intervenue. Enfin voilà, j'ai essayé voilà, de montrer que j'avais pas que des petits clients et qu'il y avait un intérêt sur des gros clients. Ok, trop bien. Mais le B2B Euh, rassure tout de suite, hein. le B2B rassure tout de suite. Bah, il y a plus d'argent, entre guillemets, quoi. Mm. Les investisseurs pour qui tu as refait 4 fois ton BP ont-ils finalement donné une suite positive?
Ça, je crois que tu as répondu partiellement. Tu as dit que parfois non, parfois oui. Et bah, c'est pas moi qui ai donné une suite positive. Ok, très clair. Parce que en termes de gouvernance aussi, je n'étais pas d'accord avec ce qui était demandé. Ok. Donc, même en refaisant un peu les BP, etc., mais il ne faut pas non plus se vendre à l'investisseur, quoi. C'est ça que tu dis. Bah, en fait, par exemple, il y a des clubs qui demandent d'avoir tant de personnes au board, tant de voix, tant de votes. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai argument que je donne aux utilisateurs de style légal, ce qui, généralement, on passe à la fin sur la doc juridique. C'est important aussi de se renseigner avant sur la doc juridique parce que quand tu connais les clauses que tu veux mettre dans tes contrats, ça t'évite aussi de perdre du temps avec des personnes qui veulent investir, mais qui demandent des choses qui sont complètement ahurissantes. Et donc, au moins, tu évites de perdre du temps et tu peux directement les mettre de côté et te dire, bon, bah, je vais pas me concentrer sur lui, quoi. Mais je pense qu'il y a, enfin, moi qui suis formée sur le sujet de gouvernance des entreprises, etc., je pense qu'il y a une très, très grosse lacune au sein de l'écosystème sur la gouvernance. Et c'est bien beau de dire je vais lever des fonds, mais je veux dire, par exemple, moi, c'est pareil quand on dit ouais, mais tu aurais pu lever de plus. Moi, là, je veux dire, ma levée, elle est capée en pensant à la levée d'après et à combien je vais lâcher de Ouais, bien part à sûr, chaque étape, quoi. complètement. Faut pas juste dire je vais lever des fonds pour lever des fonds et j'essaie d'avoir le maximum Enfin, faut savoir aussi ce qu'on est prêt à lâcher en termes de gouvernance, en termes Ouais, de décision, etc. c'est un vrai sujet. Ok, alors. Je vais repasser par la question d'Aurélien, après on finira par celle de Véronique, parce qu'elle est un peu plus globale. Mais vous avez donc, tu as parlé de rebond suite au plateau TV, aux articles de presse, mais comment décrocher le premier? Y a-t-il un hack pour sortir du lot? Franchement, je trouve que faire le buzz sur LinkedIn, ça fonctionne bien quand même. Parce Ouais, que au début, on n'est pas obligé forcément de passer par un plateau télé, on peut aussi passer par des podcasts. Moi, je sais, par exemple, j'ai fait un podcast sur l'éducation. De ce podcast sur l'éducation, il y a un livre qui est sorti, il y a un chapitre entier sur Softkits dans le livre. Enfin, voilà, il au fur et à faut mesure, quoi. essayer d'arriver. Ouais, faut essayer de trouver les opportunités. Après, moi, ce que je dis, c'est que quand on me dit ouais, tu cartonnes et tout, j'ai quand même eu 2 ans de désert total. Ah bah oui, complètement. Non, mais c'est bien Euh, de passer par là. T'as des petits épisodes de podcast, des petits peu. T'as raison en soi. Enfin, puis il y en a plein qui se lancent en podcast. Moi, personnellement, j'avais lancé un podcast sur l'entrepreneuriat. Je donnais parole aux entrepreneurs. Bah, ça fait partie des petits podcasts qui sont peut-être écoutés par allez, 100 personnes, mais on s'en fiche. Le but, c'est que ces 100 personnes-là, il y en a peut-être une dedans qui va te présenter à une autre personne. Et c'est ouais, du. Ça, en gros, quoi. ouais, c'est ça. Mais après, en fait, le truc, c'est d'être ce qu'on dit, le top of mind du sujet. Et que les gens se disent tiens, je veux parler de soft skills, ah bah qui je dois appeler, c'est Solène. Je veux parler de levée de fonds des femmes, qui je dois appeler, c'est Solène. Donc en fait, il faut, j'ai aussi une stratégie et je vous invite à regarder dans mes posts LinkedIn d'avant les grandes vacances. J'ai aussi une stratégie où je me suis positionnée en tant qu'experte de sujet pour Ouais. être invitée aussi sur les plateaux télé et sur les podcasts. Et ça, t'as pas eu le. Alors, je crois que tu détestes ce terme, mais le syndrome un peu de l'imposteur de ah, est-ce que vraiment je suis experte? Ou alors t'es à fond dedans Non. et tu le sais, quoi. Bah, non, enfin, je veux dire, alors je pense, et désolée, sans vouloir heurter, mais je pense que très souvent, quand les femmes prennent la parole, elles ont bossé le sujet. Enfin, je le vois, enfin, regardez les plateaux télé. Vous verrez très souvent, les femmes, elles ont toujours un petit carnet avec elles et elles ont toujours leurs notes. Ouais. Alors que souvent, les hommes, ils l'ont pas. Et donc, elles bossent le sujet. Moi, c'est-à-dire que je pense que je dois être parmi les femmes entrepreneurs qui lit le plus de rapports sur l'écosystème, les levées de fonds, etc. Je veux dire, quand je fais un commentaire sur LinkedIn, je fais pas, je veux dire, c'est sourcé, c'est détaillé. J'ai été voir les chiffres, j'ai vérifié l'information, etc. Et sur les soft skills, ça fait 15 ans que je traite des soft skills, donc je n'ai pas du tout de problème de légitimité. Et après, moi, ce que je dis, c'est que quand on monte sa boîte, on n'a pas de syndrome de l'imposteur. On peut avoir à un moment ou un autre se dire est-ce que je suis bien compétente pour tel ou tel sujet parce qu'en fait, on a tellement de sujets à gérer Ouais. qu'on ne peut pas être bon partout. Mais on ne peut pas dire qu'on a un syndrome de l'imposteur parce que déjà, pour monter sa boîte, il faut avoir une forte dose de confiance en soi. Ouais, complètement.
Ok, très clair. Et la petite dernière question qui, je trouve est parfaite du coup pour finaliser, c'est tu vas parler de podcast. Est-ce que tu en as à recommander? Merci. Question de Véronique. Moi, mes podcasts préférés, alors je suis une grosse fan de Vlan de Grégory Pouy parce que je trouve qu'il arrive à trouver les experts de tous les sujets. Moi, je trouve que ça ouvre l'esprit de dingue d'écouter ça. Après, évidemment, ce matin, j'étais en train d'écouter Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie. Ouais. Et puis Pauline Léniaud, que j'écoute depuis le début, même quand j'étais salariée. Je trouve que même le format du podcast, là, où le mercredi, elle invite quelqu'un avec un problème, ça dure 20-30 minutes, mais je trouve qu'on apprend beaucoup. Ok, trop cool. C'était le mot de la fin. Merci Solène en tout cas d'avoir pris le temps de parler ce sujet-là qui est super intéressant. Merci à tous d'avoir participé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis voilà. Mais Solène, merci beaucoup en Avec tout cas. plaisir. Merci Bon beaucoup. Et courage. puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je réponds à pratiquement tous les MP. Je suis un peu en retard dans ma messagerie, mais je réponds. Trop bien. N'hésitez pas du coup à la contacter sur LinkedIn. Et puis voilà. Bonne journée. Merci. Salut Solène. Au revoir.